Voici une carte montrant l'étendue des dégâts que la bombe tsar aurait causé si elle avait explosé au-dessus de Berlin. 27 tonnes de puissance destructrice pure, 4000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Lorsque les soviétiques ont fait exploser cette arme le 30 octobre 1961, la terre entière a tremblé. Aujourd'hui, nous allons examiner l'arme nucléaire la plus puissante et le test nucléaire le plus spectaculaire de l'histoire, et nous verrons si cette arme aurait réellement pu être utilisée un jour. Restez avec nous pour découvrir ce qui s'est réellement passé à l'époque. Bienvenue à tous. Nous voyageons aujourd'hui en 1961. Le monde est au bord d'une course à l'armement nucléaire. Les États-Unis et l'Union soviétique se surpassent mutuellement avec des armes toujours plus puissantes. Puis le chef du gouvernement soviétique, Nikita Khrouchtchev, décide de construire la plus grande bombe de tous les temps. Le projet 27 000, comme il était officiellement appelé, devait impressionner les Américains. Ou, pour être plus précis, semer la peur et la terreur. Le monde allait la connaître sous un autre nom, la bombe tsar. Mais comment construit-on en fait l'arme la plus puissante de l'histoire de l'humanité? Le problème avec les bombes atomiques est que leur puissance explosive ne peut pas être augmentée à volonté. Avec la bombe à hydrogène, en revanche, il n'y a théoriquement pas de limite supérieure. Le principe est à la fois génial et effrayant. L'explosion atomique proprement dite ne sert que de détonateur pour déclencher une fusion nucléaire, comme dans le Soleil, et c'est précisément là que réside la différence. Alors que le défi avec une bombe atomique normale consiste à produire suffisamment de matière fissile, une bombe à hydrogène peut théoriquement devenir infiniment puissante. Il suffit d'ajouter suffisamment d'hydrogène. Les scientifiques soviétiques autour du physicien Andreï Sakharov se sont donc mis au travail. Le résultat fut monstrueux, un monstre de 8 mètres de long, 2,6 mètres de diamètre et pesant pas moins de 27 tonnes. À titre de comparaison, la bombe d'Hiroshima ne pesait que 4 tonnes. La bombe tsar était si grande qu'elle ne rentrait même pas dans la soute à bombe du bombardier soviétique Tu-95. Elle a dû être fixée à l'extérieur de l'avion. Absolument surréaliste. Et c'est ici que la situation est devenue vraiment critique. Dans une véritable mission de guerre, l'équipage de l'avion n'aurait eu aucune chance de survivre. Ils auraient été vaporisés dans la boule de feu de leur propre bombe. Pour le vol d'essai, les ingénieurs ont donc développé un parachute géant. D'une superficie de 1600 mètres carrés, il devait permettre à la bombe de descendre lentement vers le sol lors du largage. Et il permettait aux deux avions impliqués, le bombardier et un avion d'accompagnement chargé de la documentation, de s'éloigner d'environ 50 km du lieu de l'explosion. Les chances de survie des pilotes étaient estimées à environ 50-50. Le pilote du bombardier, Andrei Durnovtsev, le savait et a quand même pris les commandes. On peut se demander s'il avait vraiment le choix. La conception initiale de la bombe prévoyait une puissance explosive de 100 mégatonnes de TNT, soit l'équivalent inimaginable de 100 millions de tonnes d'explosifs conventionnels. Mais même les soviétiques trouvaient cela trop risqué. Les scientifiques craignaient qu'une explosion aussi puissante ne contamine tout le nord de leur propre pays avec des retombées radioactives. Ils ont donc remplacé certaines parties de l'enveloppe d'uranium par des plaques de plomb et réduit la puissance explosive à seulement 50 mégatonnes. Andreï Sakharov a commenté cette décision plus tard. La bombe était un produit de la guerre froide, mais nous devions agir de manière responsable afin de limiter les effets sur notre propre territoire. Au fait, si vous aimez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela ne coûte rien, vous ne manquerez plus jamais rien et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci les amis. Oui, on peut représenter la différence entre la puissance explosive initialement prévue et celle de la version de la bombe utilisée lors du test dans l'outil que nous avons vu au début. Voici à nouveau, à partir de Berlin, choisis bien sûr au hasard la différence entre la bombe prévue et la bombe réellement testée. La boule de feu nucléaire de la bombe allégée atteint une superficie de près de 31 km². Dans la version extrême, elle serait de 140 et 1 km². Je posterai le lien vers l'outil dans la description de la vidéo. Le 30 octobre 1961, le moment était venu. Au-dessus de l'archipel de Novaya Zemlya, dans la mer de Barents, à environ 4000 mètres au-dessus du sol, la bombe tsar a explosé. Ce qui s'est alors produit a dépassé même les calculs les plus fous des physiciens. La boule de feu mesurait 8 km de large, soit plus que certaines villes. L'onde de choc
a touché le bombardier à 115 km de distance et l'a fait descendre de 1000 mètres avant que le pilote ne reprenne le contrôle. Un caméraman soviétique a décrit ce moment ainsi: « La lumière sur la mer s'est répandue sous la trappe et même les nuages ont commencé à briller et sont devenus transparents. À ce moment-là, une énorme boule orange lumineuse est apparue. La boule était aussi puissante que Jupiter. Lentement et silencieusement, elle s'est élevée. Le spectacle était fantastique, irréel, surnaturel. Le champignon atomique a atteint une hauteur de 67 km, soit 7,5 fois plus haut que le mont Everest. Il a non seulement traversé la stratosphère, mais s'est également élevé jusqu'à la mésosphère. Le flash lumineux était encore visible à 1000 km de distance, en Norvège, au Groenland et en Alaska. L'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre. La première fois, cela lui a pris 36 heures et 27 minutes. Même en Nouvelle-Zélande, les changements de pression atmosphérique ont été mesurés. Dans un village de l'île de Dixon, à 87 km du lieu de l'explosion, toutes les vitres des fenêtres ont volé en éclats. Dans le village de Severny, à 55 km du point d'impact, tous les bâtiments, qu'ils soient en bois ou en pierre, ont été complètement détruits. À des centaines de kilomètres de là, des bâtiments ont perdu leurs toits, leurs fenêtres et leurs portes. Et pourtant, la bombe avait explosé à près de 4 km d'altitude. La boule de feu n'a jamais touché le sol, car sa propre onde de choc l'en a empêché. Si elle avait touché le sol, la contamination radioactive aurait été encore plus catastrophique. Avec tout cela, on se demande quand même, que fait-on réellement avec une telle arme? La réponse est probablement rien du tout. La bombe Tsar était bien trop grande, trop lourde et trop peu pratique pour une utilisation réelle en temps de guerre. Elle était plutôt un objet de prestige destiné à démontrer « Regardez, nous pouvons construire la plus grosse chose ». D'un point de vue militaire, l'arme était surdimensionnée. Pour des cibles stratégiques telles que des bases militaires ou des formations de troupes, une telle puissance destructrice est un gaspillage et il aurait fallu développer une toute nouvelle génération de missiles pour le transport. Il est intéressant de noter que c'est précisément cet essai qui a conduit à un changement de mentalité dans la course aux armements nucléaires. Les États-Unis ont réagi avec un calme ostensible à la démonstration de puissance soviétique et ont signalé leur volonté de dialoguer. Seulement 2 ans plus tard, en 1963, le traité interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau a été signé. L'un des partisans les plus fervents du traité, justement Andreï Sakharov, le père de la bombe Tsar. Il a déclaré plus tard « J'ai réalisé que la création de telles armes était un péché contre l'humanité et je devais assumer ma responsabilité. » Sakharov est ensuite devenu dissident et militant pour la paix et a reçu le prix Nobel de la paix en 1975. Aujourd'hui, une réplique de la bombe Tsar est exposée dans un musée. Elle nous rappelle une époque où l'humanité était sur le point de s'autodétruire. À propos, les États-Unis ont récemment annoncé leur intention de reprendre les essais nucléaires pour la première fois depuis 1992. Allons-nous vraiment entrer dans une nouvelle ère de course aux armements nucléaires? Cela reste à voir, mais une chose est sûre, une arme comme la bombe Tsar n'existera probablement plus jamais. Non pas parce que nous n'en serions pas techniquement capables, mais parce que même les plus grands fanatiques du pouvoir ont compris qu'une telle chose n'a tout simplement aucun sens. La bombe Tsar était 4000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Elle aurait pu rayer de la carte une grande ville entière avec sa banlieue. Et pourtant, elle n'était qu'un symbole, un mémorial effrayant de l'orgueil démesuré de l'humanité. Je pense qu'il est important de se souvenir de tels événements pour comprendre jusqu'où l'humanité peut aller et combien il est important de ne pas recommencer. Et maintenant, voyageons en Afrique. Une gigantesque anomalie gravitationnelle y est soudainement apparue, laissant les chercheurs du monde entier perplexes. La gravité s'y comporte de manière complètement différente du reste du monde. Mais pourquoi? Vous le découvrirez dans la vidéo affichée en haut à droite. Ne manquez pas de la regarder, c'est très passionnant, d'autant plus que cette anomalie s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus les amis.